Et de saveurs, nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, Jérémy Scotto dit Cioccio. Parfait. Je veux pas le dire mal, hein. C'est bon. Je veux pas me fâcher tout de suite, hein. Donc Jérémy Scotto dit Cioccio. Je vais vous appeler Jérémy, je pense. Et Thibaut Touzeau, c'est beaucoup plus simple. Enchanté. Merci. Enchanté. Bonjour à tous les deux. Alors, vous venez tous les deux pour nous parler d'une romerie. Alors on se dit, bon, on est dans l'Hérault, une romerie dans l'Hérault, bizarre et récent surtout. Tout à fait. Et vous êtes tous les deux à l'origine de cette romerie dont on va parler aujourd'hui, la romerie Barlovento. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce mot-là aussi mérite une petite explication. Alors, romerie installée à l'est de Montpellier, à Jacou. Oui. Voilà. Depuis combien de temps ? Depuis là, ça fait à peu près 1 an et demi que nous sommes dans ces locaux-là, donc dans nos chais à Jacou. Et l'aventure en professionnel a démarré il y a environ 5 ans. C'est une histoire qui remonte à bien plus longtemps. Alors oui, j'ai cru comprendre que votre parcours commun vous a donné cette idée il y a longtemps. Alors vous allez quand même avant nous parler un petit peu de vous. Grand voyageur, je crois, tous les deux. L'un des deux, un changement de carrière assez original, puisque l'un des deux était gendarme. Voilà, c'est vous, Jérémy, oui. Que je ne me trompe pas. En revanche, tous les deux grands voyageurs et vous vous connaissez depuis des années. Oui. C'est ça, une grosse grande amitié, grand voyageur également pour moi depuis pas mal d'années dans le cadre d'activités précédentes sur le blogging, notamment voyage, donc à beaucoup me dépasser. À vous déplacer puis à découvrir choses, à goûter des choses, j'imagine. Voilà. Et c'est vrai qu'une découverte d'une destination passe beaucoup justement par la découverte sensorielle, des saveurs. Et en parallèle à ça, épicuriens tous les deux, et une grande passion également pour le rhum, toutes ses spécificités, toute la technicité qu'il peut y avoir, le savoir-faire à différentes étapes du processus de fabrication. Ça m'a toujours fait penser à une certaine époque aux amoureux ou des Beatles ou des Rolling Stones. Et là, ça se ressemble un peu whisky, rhum. Souvent, il y a cette espèce de connaisseurs. Alors, on est plus whisky, on est plus rhum, mais quand on l'est vraiment. Voilà, on est à fond. C'est ça. La passion avant tout. Très bien. Et donc, quand même, il faut que l'idée vienne là de monter une romerie dans l'Hérault. On n'est pas vraiment dans une région où pousse la canne à sucre. Bien sûr. Donc, cette histoire a commencé, je dirais, antérieurement, il y a une bonne trentaine d'années, où j'ai eu la chance d'effectuer un voyage. C'était un voyage scolaire, un programme sur l'éducation nationale entre la métropole et les Antilles, puisque j'ai fait mon premier voyage en Guadeloupe à l'âge de 10 ans. Alors dites-nous vite que vous n'avez pas organisé une sortie scolaire dans une romerie avec des enfants, s'il vous plaît. Absolument pas, absolument pas. Ça faisait partie du patrimoine le rhum, et en cadeau de retour pour ma famille, j'ai ramené la canne fraîche et mes premières bouteilles de rhum que je n'avais absolument pas goûté, bien évidemment. J'étais trop jeune. Mes parents ont ressorti ça une quinzaine d'années plus tard. J'ai découvert vraiment des rhums de qualité, et depuis ce temps, en fait. Vos parents ne les avaient pas ouvertes? Non, du tout. Incroyable. C'est votre patrimoine familial. Ils m'ont fait un sacré cadeau. Ah oui, parce que voilà. Alors le rhum, il faut savoir le faire vieillir, mais en l'occurrence là, dans la bouteille chez vous pendant 15 ans, il a évolué, quoi. Tout à fait. Et là, vous vous êtes découvert cette passion-là. Et donc voilà, une passion. J'ai commencé à effectuer les premiers vieillissements dans des tout petits fûts, des petits fûts de chêne, un premier fût de cognac de 5 litres. Et en voyant le résultat, en faisant goûter autour de moi, on arrivait à avoir des petites pépites, une petite cuvée exceptionnelle. J'ai réitéré le coup plusieurs fois, j'ai grossi un petit peu les stocks, et effectivement, chemin faisant, je m'apercevais que j'avais plus qu'une appétence dans le monde du rhum, mais aussi certaines qualités qui me permettaient de pouvoir développer une gamme intéressante. Et donc vous vous en êtes parlé tous les deux et vous vous êtes dit bingo, on y va, quoi. C'est ça, en fait, c'était pendant une belle soirée, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On va passer. Ne nous détaillez pas la soirée, s'il vous plaît. Même si c'était soft. Et du coup, on a commencé à parler de nos passions communes, le côté épicurien, les voyages. On a fait déguster également des rhums de très belles cuvées. Jérémy m'a expliqué qu'il était passionné, moi également. C'est une appel au voyage, on va dire. Et un jour, il m'a proposé effectivement ce projet, est-ce que faire partie de l'aventure, on va créer un rhum d'exception. Ah voilà. J'ai le savoir-faire, j'ai la technique, j'ai dit ok, pas de souci, on y va ensemble. Ce qui est génial, c'est que sur cette fameuse soirée, on se retrouve effectivement à table avec dans un beau lieu avec nos familles, et on s'éclipse tous les deux au bar, et on allume un cigare, et vous avez passé la soirée tous les deux et les autres ailleurs. Voilà. On est revenu quand même au bout d'un moment, mais en tout cas on a passé un très bon moment. On préparait le projet. Bon, le projet il existe maintenant. On va marquer une petite pause et on en reparle dans quelques minutes. La découverte côté saveur, un chai installé à Jacou, un nom, Barlovento, du rhum made in Montpellier.
Surprenant, mais oui, et deux amis qui se sont lancés dans la fabrication de ce rhum, donc Jérémy et Thibaut qui sont avec nous pour nous parler de cette rhomerie. Alors un mot sur le nom de la rhomerie, parce que j'imagine que vous avez tout travaillé, tout réfléchi, tout pensé. C'est quoi Barlovento ? Alors Barlovento, en fait, c'est vraiment une invitation au voyage. En fait, Barlovento, ça veut dire sous le vent, et en fait, c'était le nom qui était donné par les cartographes espagnols au XVIIIe siècle pour rappeler en fait toute la zone qui était l'arc des Antilles, les Antilles mineures, et également une partie de l'Amérique centrale. Étant donné que notre rhum vient provenant du Guatemala, et qu'on avait retrouvé ce nom sur une carte notamment de 1781 avec écrit en gros Barlovento, ça nous faisait sens, ça nous faisait voyager. Eh ben oui, bien sûr, et c'est joli, c'est agréable à dire, voilà. Donc la rhomerie s'appelle ainsi. Alors, deuxième chose que je voudrais vous demander de nous expliquer quand même avant qu'on ne parle plus en détail de vos productions à vous, c'est de nous réexpliquer en deux mots les différents types de rhum. Parce que quand on connaît pas bien, on voit rhum agricole, on voit rhum qui n'est pas agricole. Il y a combien de façons de fabriquer du rhum en fait ? Alors, il y a de nombreuses façons, mais on va rester sur les techniques principales. Donc, on a un rhum agricole, donc typiquement des Antilles, avec une appellation protégée. Donc, alors, on est sur du pur. Qui est notamment anti-française. Tout à fait, oui. Restons chauvins. Donc on est sur un pur jus de canne fermenté et distillé. Ensuite nous avons sur cette canne pressée, on peut avoir donc ces résidus de canne sur lesquels on va les monter en température, les caraméliser et donc les rallonger à l'eau pure et donc les fermenter, les distiller également. Donc là on est sur le rhum de mélasse et ensuite on a qui est a priori moins c'est une technique différente qui convient aussi à certains palais, donc d'accord. Voilà. Et on a enfin donc celui que nous avons choisi pour des questions aromatiques et une question de goût surtout. C'est le rhum issu du miel de canne. Le miel de canne en fait est issu de la première presse de canne. C'est un protocole officiel et protégé également au Guatemala. D'accord. Donc on va avoir vraiment un pur jus de canne sur lequel on va avoir une montée en température avec une réduction en miel de canne pur et donc un travail en eau de source pure également, et donc fermenté, distillé, et on a des arômes qui vont être un petit peu sur déclinaison de vanille et une certaine rondeur qui permettent donc ensuite des traits de dévieillissement et un travail assez exceptionnel. D'accord. Donc j'imagine que quand même tous les deux pour vous familiariser avec toutes ces techniques, l'envie de faire c'est bien, mais après faut apprendre. Tout à fait. Donc ça parce que le côté empirique dans sa cuisine c'est sympathique, mais quand on se lance ça suffit plus. Alors beaucoup de voyages, beaucoup de visites sur des distilleries, beaucoup d'autodidactes, je dirais pour ma part, étant maître de chez donc la maison de rhum Barlovento. Voilà, j'ai beaucoup appris, mais il y a aussi des méthodes de travail qui sont quand même assez similaires sur les vieillissements, grâce aux belles maisons de whisky, de cognac, d'armagnac. On a un terroir français, un savoir-faire français qui est assez exceptionnel. Les techniques sont assez similaires, on va dire. Voilà, qui se ressemblent quand même pas mal. Et effectivement, on a vraiment une très belle sélection au niveau de nos rhums guatémaltèques, et on a ensuite un savoir-faire ici qui nous permet de réaliser des cuvées d'exception. Alors on a compris, votre rhum part du Guatemala, oui. Il arrive ici, et c'est là qu'après vous faites tout le travail de vieillissement, d'élevage en fait. Alors effectivement, on a donc ce rhum guatémaltèque. Thibaut, il parlera un petit peu plus du côté géographique. Et donc sur ce rhum guatémaltèque, on bénéficie d'un premier vieillissement donc sur place au niveau de la distillerie, parce que on va avoir des conditions climatiques et une hygrométrie vraiment parfaite pour donner essence en fait un petit peu au côté le début local. De l'élevage en fait. Voilà. Oui. Et donc très rapidement ils sont rapatriés dans nos chais à Jacou, donc voilà, dans les Rois en Occitanie, et nous allons procéder donc à des vieillissements, un élevage avec donc plusieurs types de fûts, des ex-fûts de Bourbon, de Cognac, fûts de chêne français. On travaille aussi également en partenariat avec la tonnellerie Navarre. Et on a vraiment voilà des fûts de qualité pour nous amener sur des cuvées plutôt sympathiques. On marque une toute petite pause et on revient avec vous Thibaut, là pour le coup, et vous allez effectivement nous parler un petit peu de cette géographie et puis de cette canne à sucre, parce que le rhum c'est aussi la canne, différentes cannes à sucre. Ce mercredi 8 mars, c'est le retour après 3 ans d'absence du plus grand spectacle sur glace au monde. Holiday on Ice revient dans l'Hérault. Découvrez leur nouveau spectacle, Supernova, avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol. Plus de 330 millions de spectateurs dans le monde, une date dans notre département. Rendez-vous avec Holiday on Ice le 8 mars au Zénith Sud. Remportez vos invitations en restant à l'écoute de France Bleu Hérault. Jusqu'à 11h, Circuit Bleu, côté saveur.
La découverte côté saveur, la romerie Buenovento, donc Barlovento, pardon. Jérémy et Thibaut pour nous en parler. Oui, il y a une romerie à Jacou, effectivement, qu'on est en train de découvrir. Et je suppose que c'est une découverte pour un certain nombre de nos auditeurs, parce que vous êtes installés tout à fait récemment, hein. Donc on va voir que vous avez certainement pas mal de productions qui attendent un petit peu avant d'être mises sur le marché, évidemment, parce que ça demande un certain vieillissement. Alors je reviens effectivement avec vous, Thibaut. Parlez-nous un petit peu de l'endroit où pousse cette canne à sucre que vous utilisez. Alors en fait, effectivement, ça se passe à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. On va être sur le Guatemala. C'est un pays qui est situé sur la ceinture de feu. Donc il y a pratiquement 37 volcans sur le territoire. Donc on est sur un sol qui est très volcanique. Ça nous rappelle un petit peu les versants par exemple de la Soufrière, hein, aux Antilles françaises, où évidemment on fait du rhum aussi, quoi. Exactement. Donc il y a vraiment une question de terroir dans le rhum aussi. Exactement. Ouais. La canne va varier. On est sur un sol qui est très fertile et qui va apporter justement beaucoup plus de saveur et de sucrosité justement à cette canne, au développement de la canne. Et comme le disait Jérémy, on a effectivement donc cette canne est récoltée entre la Sierra Madre et en fait toute la côte sauvage du Pacifique. Et après, il y a un premier vieillissement, comme le disait Jérémy, davantage dans les terres, en altitude, qui permet déjà d'avoir des différences de température parfaites pour un premier élevage. Et vous avez choisi les cannes à sucre que vous vouliez utiliser, parce que quand on connaît un petit peu le rhum, on s'aperçoit qu'effectivement la saveur du rhum dépend aussi évidemment de la variété de la canne. C'est ça. Alors effectivement, donc il y a plusieurs variétés de cannes, hein. On peut avoir de la canne classique, de la canne jaune, de la canne bleue, de la canne noire, hein. Donc nous on est resté donc sur une canne originelle, issue donc de la fameuse appellation Sarkara. Donc bon, il y a une certaine légende où on peut avoir une origine vraiment ancestrale sur soit l'Asie, soit les pays un petit peu plus orientaux. Mais donc effectivement la canne Sarkara, on est vraiment sur la souche initiale. D'accord. Et parce qu'on voulait vraiment retourner aux ères antérieures et aux fondations du rhum et de la canne à sucre. Très bien. Alors parlons de vos productions. Vous avez pour l'instant 3 rhums différents que vous travaillez comment d'ailleurs vous les avez lancés tous les 3 en même temps? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Alors ils bénéficient d'un vieillissement différent. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on a différents fûts. On a des ex-fûts de Bourbon, de maisons prestigieuses. On a des ex-fûts de Cognac. On a donc des fûts de chêne français. Donc on a pour l'instant donc en commercialisation donc 3 cuvées. Le Spicier d'édition qui est la seule cuvée de la maison de rhum Barlovento qui va être travaillée ensuite après un vieillissement en ex-fût de Bourbon avec des arômes naturels. Donc on va avoir des... Alors voilà, parce qu'on les connaît ces rhums dits épicés en fait, mais il n'y a pas d'ajout. Mais pas piquant. Alors si sur toute la gamme des rhums spiced, on va avoir un travail en arôme également dessus. Donc non, mais je veux faire la différence avec les rhums arrangés pour ceux qui mélangeraient un peu. Voilà. Tout à fait. C'est très important de dire c'est pas du tout la même chose. Non, voilà, on travaille pas sur là le spiced c'est un rhum aromatisé plutôt qu'un rhum arrangé. Voilà. Parce qu'on va pas rentrer des fruits, on va être sur un rhum qui va être assez limpide, mais avec une certaine coloration. Donc on va travailler des arômes de vanille, de café et d'autres encore dont thé la secret pour J'ai l'impression que c'est très sud-américain justement, hein, ces rhums un peu épicés là, comme ça, non? On en retrouve un petit peu partout dans le monde. Oui. Voilà, avec vraiment des arômes qu'on peut retrouver, des arômes spécifiques à chaque pays. Voilà, tout à fait. Donc la particularité sur celui-ci, sur le Spice Edition, c'est qu'on est sur un rhum de spice, mais de dégustation. Et pour nos arômes, on fait donc un travail en extraction de l'alcool. On n'est pas sur un côté siroteux, on n'est pas sur la sursucrosité. Et on a préféré bénéficier vraiment le travail en fût et ensuite une subtilité très fine et assez poussée donc de ces arômes. Au final, c'est un rhum qui peut être intéressant pour une première découverte du rhum, pour son côté rond, onctueux. C'est ce que vous dites, parce que quand on connaît pas bien ces produits-là, il faut savoir par quoi commencer quand même. Hein, après, on a d'autres cuvées qui sont différentes. Ça monte vite en alcool. Il faut pouvoir et savoir apprécier les arômes. Donc il y a forcément une échelle dans ce qu'on commence à goûter, et une évolution. Ouais. Et même si on ajoute effectivement très légèrement, sans qu'il y ait beaucoup de sucrosité, mais ces arômes, on est quand même sur une base de vieillissement de près de 4 ans. Donc qui apporte une certaine longueur, une certaine finale, et c'est là où on nous a qualifié de spice de dégustation, parce que ça se fait très peu, où on est souvent plus dans la sucrosité.
on va dire. Une complexité réussie grâce au travail de vieillissement en fût. Voilà. Très bien, voilà. Et donc les deux autres. Les deux autres, donc on a l'Origine Édition, donc qui est sur un vieillissement donc avec deux ex-fûts de Bourbon différents. Donc on est sur un vieillissement qui avoisine quasiment les 5 ans d'âge. Donc là on va être sur des notes au nez de cuir un petit peu poivré. On va avoir un petit sens olfactif qui va se développer sur le secteur de la vanille. En bouche on va avoir une petite banane flambée, un côté assez pâtissier, mais on a quand même le côté assez puissant, sec du chêne, du fût de Bourbon. Donc là on est vraiment sur un rhum de dégustation, donc sur des palais un petit peu plus avertis. Donc on est sur un rhum qui est assez intéressant et qui change un petit peu aussi également de ce qu'on peut trouver au Guatemala. On a une identité qui est vraiment spécifique à la maison de Rhum Barlovento, c'est-à-dire que les techniques employées vont nous amener vraiment sur une singularité. Il n'y a pas que le terroir évidemment, il y a aussi tout le travail que vous faites après. Tout à fait. Et ensuite la collection signature qui fait partie donc d'un travail vraiment spécifique. On est entre 3 et 4 fûts différents en termes de vieillissement. Donc on va rentrer également des fûts de chêne français et des ex-fûts de cognac. Et donc cette cuvée est assez particulière parce que on va la sortir donc en single cask, en fût unique, avec des bouteilles numérotées. On est entre 270 et 280 bouteilles par fût, donc numérotées. Et on va sortir donc plusieurs fois, on ne sait pas encore, ça va dépendre vraiment des dégustations qu'on fait de temps en temps, pas trop souvent non plus, mais de temps en temps, mais en tout cas voilà, pour vérifier un petit peu l'avancée de nos vieillissements et les sortir au moment le plus opportun. Ah oui, non mais ça se surveille comme un bébé, et c'est votre bébé. Exactement. On finit d'en parler dans quelques minutes si vous le voulez bien. La découverte côté saveur, et c'est une vraie découverte qu'on fait aujourd'hui, une romerie, la romerie Barlovento, installée à Jacou. Alors, vous n'en avez peut-être pas encore vraiment entendu parler parce que finalement, vos rhums sont sur le marché depuis l'année dernière, même si vous nous dites, voilà, il y en a qui vieillissent depuis 4 ans, depuis 5 ans. À partir du moment où on démarre jusqu'au moment où ça arrive sur le marché, il faut ce temps-là de vieillissement et d'élevage. Il faut de nombreuses années, effectivement, pour en arriver là. Ce qui veut dire, j'imagine, que vous en avez qui vieillissent là, et que vous allez laisser vieillir un peu plus de 4 ou 5 ans. Ça veut dire qu'il y a des pépites en préparation dans des fûts du côté de chez vous, là. Alors tout à fait, effectivement, on a de beaux fûts et on a des rhums qui sont en vieillissement qu'on sort pas pour l'instant, qu'on sort pas tout de suite. Ça veut dire que vous allez avoir de nouvelles gammes ou de nouvelles cuvées, effectivement. De nouvelles cuvées, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Et voilà, ça fera l'objet peut-être d'un autre discours et de notre explication plus tard, et on garde vraiment le secret pour l'instant ça veut dire que en ce qui vous concerne là, sur le travail de vieillissement, voilà, vous avez des fûts depuis quelques années, que vous allez encore laisser quelques années. Ça demande à être vérifié, à être goûté régulièrement, à être surveillé beaucoup. Alors oui, la particularité donc des fûts de chêne, c'est que on va avoir aussi une transmission des tanins et du bois, malgré le fait qu'on puisse avoir des ex-fûts de cognac, de Bourbon, d'Armagnac, donc qui vont amener certaines saveurs, et on va chercher vraiment des subtilités à ce niveau-là, mais on va avoir vraiment un travail qui va mettre du temps, et on va pas pouvoir sortir. Vous goûtez tous les combien, par exemple, ces fûts qui attendent là? Vraiment, ça dépend. On va attendre quand même une période assez longue sur les débuts, parce que voilà, il y a pas nécessité, et sur la fin, effectivement. Et quand ça s'affine après, voilà. Quand ça s'affine, on va être sur une fois par semaine, tous les 15 jours. D'accord. Et on va déterminer le moment opportun, le moment exact sur lequel on va faire nos sous-tirages, et ensuite nos embouteillages, parce que pour nous, voilà, il sera vraiment parfait comme on aime le boire, en fait. On va jamais avoir le temps de tout raconter. J'aimerais quand même vous poser une question qui me paraît importante pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, j'aime bien le rhum, mais a priori, je connais pas bien, au vu de tout ce que j'entends. Ça se déguste comment, un vrai bon rhum? Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Il y a plusieurs manières de déguster le rhum. Celle qu'on vous recommande, déjà, c'est quand on va avoir des amis à la maison, c'est de pouvoir déjà carafer la partie du rhum, enfin une petite partie de rhum que l'on souhaite servir pour la soirée, et l'aérer pendant 1 heure. Et en fait, ça reste comme le vin, on va retrouver le fait d'aérer le rhum va permettre aussi de libérer des arômes, d'exploser, d'atténuer l'ester, ce côté très alcooleux qui peut ressortir. On va conseiller également de choisir des verres qui sont très larges. Par exemple, chez Barlovento, c'est vrai qu'on est même très emballé pour prendre des verres à vin.
pour pouvoir l'aérer, pour le faire circuler. Ensuite vient le moment de pouvoir le mettre au nez. Il faut surtout ne pas mettre le nez dans le verre, mais rester un petit peu en hauteur, sinon ça pourrait vraiment, on va dire, griller tous les sens olfactifs et pas profiter de l'ensemble des saveurs. On prend que l'alcool, quoi, quand on se... Oui. Et après, en bouche, c'est vraiment prendre une toute petite gorgée et ensuite qu'on laisse sur la lèvre. Et en fait, avec la langue, on vient récupérer ce rhum sur la lèvre et tapisser, on va dire, le palais. Et là, à ce moment-là, on va avoir les premières saveurs qui vont arriver. Et ensuite, une deuxième gorgée, une troisième gorgée. Et là, on a beaucoup plus d'explosion de saveurs en bouche jusqu'à la finale, la longueur qu'on peut apporter grâce à nos rhums et qui vraiment permet d'avoir une belle expérience et un vrai voyage. On peut venir vous voir sur place à Jacou ou pas encore? Et non, pas encore. On n'a pas le local. Pas encore, ça veut dire bientôt, ça veut dire un jour, ça veut dire quoi? J'espère un jour. Mais par contre, en tout cas, on peut nous retrouver dans des beaux établissements sur... Alors voilà, j'allais vous le demander. Les amateurs de rhum qui voudraient découvrir ce rhum Made in Jacou, ils le trouvent où? Aujourd'hui, on a la chance d'être dans les plus belles caves de Montpellier et de sa région, dans des beaux établissements, à la fois des établissements étoilés. Vous pouvez les citer, pour certains. Très bien. Je sais que vous êtes par exemple chez les Pourcelles. Donc quand on est chez les Pourcelles, on le dit. Je trouve ça pas mal. Ouais, avec humilité, mais voilà. effectivement, on est au terminal, on est au Jardin d'Essence, on est à la cave Notre-Dame. Évidemment, cave Notre-Dame qu'on salue également. On est à la Capilla, on va avoir la cave des Alessac, Vin et Secret à Jacou. Vin et Secret, c'est important parce qu'on est sur la même commune. Oui. C'est ça. On a aussi le bar Montivilla du 610, un beau partenaire. Donc à la fois des beaux établissements de prestige, mais aussi des établissements de cœur sur lesquels on tient à avoir toujours notre contact régulier et présenter des nouvelles cuvées, et avoir cette proximité, parce que c'est aussi une histoire, une belle aventure et aussi à taille humaine, et c'est important de garder ça en tête. En tout cas, j'ai cru comprendre que l'histoire était belle parce que vous vous êtes lancé sans savoir ce que ça allait donner, que vous avez vous-même été surpris par l'engouement en l'espace de quoi, d'un an, quoi. Même moins d'un an, au final c'est en 8 mois et c'est ce qu'on appelle de très bons soucis, parce qu'effectivement on a été pris de court par le succès. Là on rentre tout juste de Wine Paris, on y était encore hier, on a rencontré notre distributeur, on va travailler avec la maison de champagne Jacquard qui va nous distribuer là très prochainement sur l'ensemble du territoire national. Pareil dans des très belles caves en France. Donc, vous n'avez pas fini de travailler, alors, super. Si j'ai bien compris. Il va falloir racheter des fûts. C'est que le début, effectivement. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette romerie que beaucoup d'Héraultais ne connaissaient, je pense pas, puisque vous commercialisez depuis à peine un an. Et puis, on souhaite bonne route à vos bébés respectifs et au Guatemala. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à tous les deux. Au revoir.